20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Ablaye Mbaye décède, laissant des milliers de sopés orphelins. Le jeune chanteur non-voyant s'est éteint brusquement à l'âge de 35 ans ce lundi après-midi au studio 1000 Mélodies alors qu'il s'apprêtait justement à remixer le morceau Sopéi qui l'a propulsé au hit parade. C'était dans les années 90. La tension était palpable au palais de justice de Dakar après que 7 co-accusés de Bamba Fall ont bénéficié d'un mandat de dépôt. Pour le moment, aucune information officielle sur le sort du maire de la Médina. Nous serons toutefois en ligne avec nos reporters de l'autre côté du palais de justice pour les moindres détails autour de cette affaire. Une affaire que les avocats de la défense qualifient d'acharnement. Maître Ciré Clédorli, Maître Bamba Cissé fustigent le non-respect de la directive de l'UMOA qui consiste à permettre aux conseils d'être aux côtés de leurs clients dès les premières heures de leur garde à vue. Ouverture du procès en appel de l'ancien homme fort de N'Djamena et la polémique enfle toujours autant, notamment avec sa défense qui parle de violation des droits de leurs clients. L'invité du 20h, il s'agit d'Alioune Tine, directeur exécutif d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est interrogé par Mamadou Ibrakan, une interview que vous pourrez suivre tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous, un journal que nous ouvrons avec la perte d'un grand nom de la musique sénégalaise. Il ne nous voyait pas, mais sa voix avait fini par conquérir nos cœurs. Ablaye Mbaye, chanteur et auteur du mythique titre Sopéi, nous a quittés. Un malaise brutal l'a terrassé au niveau du studio 1000 Mélodies, dans lequel il se trouvait avec ses musiciens pour les besoins de l'enregistrement de son nouvel album. Le GFM dans son ensemble soutient sa famille en cette douloureuse circonstance. Voilà, nous y reviendrons avant la fin de cette édition avec des témoignages. Tout de suite, direction le palais de justice de Dakar, de l'électricité dans l'air ce matin, avec des avocats et des militants qui ont vu rouge suite au mandat de dépôt décerné aux 7 co-accusés de Bamba Fall par le doyen des juges d'instruction. Pour le maire de la Médina, alors aucune information officielle du reste n'avait filtré dans l'après-midi, mais nous allons tout de suite nous enquérir de sa situation avec à l'autre bout du fil notre reporter sur place, Mambiram Diouf. Mambiram, bonsoir. Bonsoir Sarah. Alors, y a-t-il du nouveau concernant Bamba Fall? Pour le moment, non. C'est l'attente ici. Des suspens également qui planent toujours au tribunal, précisément ici à la cave où il y a du monde. Et cette particularité également au niveau de ces personnes qui sont présentes, le maire de Dakar, Khalifa Sall, et des suspens donc sur la décision finale du juge d'instruction. A-t-il ou va-t-il suivre le réquisitoire du procureur de la République, Sarah, d'inculper et de placer sous mandat de dépôt les 9 personnes interpellées? Il s'agit de Bamba Fall, bien sûr, et compagnie. Alors, des interrogations, puisque, selon notre source, il s'agit donc de personnes qui ont été placées sous mandat de dépôt. Il y en a 7. Bamba Fall et un autre, Pirak Kandiaï, qui n'était pas placé sous mandat de dépôt au moment où donc il nous donnait cette information. Et là, il s'agit donc de voir si toutes ces personnes-là ont subi donc ce placement-là. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours l'attente. Et auparavant, Maître El Hadji Diouf qui avait fait une sortie pour dire que ses clients, bien sûr, ont été placés sous mandat de dépôt et vont passer la nuit à la prison de Rebus. Mais pour le moment, aucune information que nous pouvons donc donner concernant sur ce que le juge d'instruction a retenu contre Bamba Fall et ces personnes-là donc qui ont été interpellées et qui depuis ce matin se trouveraient ici au niveau du tribunal de Dakar.
Merci beaucoup, Mme Biram Diouf, que nous retrouverons certainement à la fin de cette édition, si toutefois l'information évolue. Une journée sombre donc pour le Parti socialiste. De l'avis du conseiller politique de Khalifa Sall, Moussa Taye regrette plutôt le placement sous mandat de dépôt de ses camarades socialistes. Selon lui, tous les moyens politico-judiciaires seront utilisés pour leur libération. Je vous propose de l'écouter au micro de Al-Hassan Ba et Thierno Laurent Mendy. C'est une journée sombre pour le Parti socialiste. C'est une journée sombre pour la démocratie sénégalaise. C'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal qu'un parti politique envoie ses propres enfants en prison. Je le dis pour le déplorer et j'interpelle la conscience de la direction du Parti socialiste. Ces gens-là qui peuvent dormir tranquillement chez eux pendant que leurs enfants coupent en prison pour de banals motifs. Le combat se passe à deux niveaux. D'abord au plan judiciaire. Nos avocats sont sur le pied de guerre. Ils vont continuer leur travail et ils feront tout pour sortir nos camarades de prison. Mais également sur le plan politique, nous ne ménagerons aucun effort, nous ne laisserons aucun moyen pour que nos camarades recouvrent la liberté. Et dans cette affaire, plusieurs avocats, commis ou non, se sont prononcés pour fustiger la démarche de la justice. Parmi eux, Maître Bamba Cissé, qui juge le retour au parquet illégal dans ce dossier. L'avocat, par ailleurs, dénonce le non-respect de la directive de l'UMOA qui exige que l'avocat soit présent et dès les premières heures de la garde à vue de son client. Je vous propose de l'écouter au micro de Chérif Dia et Léa Niafouna. J'ai lu quelque part dans le journal L'Observateur qu'on disait que Maître Ciré Clédor Ly n'avait pas raison de dénoncer le fait qu'on l'ait empêché de voir son client. Il a parfaitement raison à mon avis. Parce que ce qu'on devrait dire, c'est qu'est-ce qui empêche l'avocat d'aller voir son client qui est dans une situation illégale, c'est dans une situation de retour de parquet. Le débat devrait se poser en ces termes et je pense que Maître Clédor Ly a parfaitement raison de dénoncer cette situation-là. Le règlement numéro 5 de l'UEMOA, qui est d'application immédiate, dit que l'avocat non seulement assiste, mais défend son client, ce qui permet à l'avocat de faire des observations. En droit positif sénégalais, il n'y a pas un texte qui organise le retour de parquet, donc c'est un vide juridique. Sur lequel tout le monde peut se fonder pour soit faire ce qu'on appelle des médiations pénales ou que le parquet puisse se fonder sur ce retour de parquet-là pour envoyer la personne devant le juge d'instruction. En attendant de trouver un juge d'instruction, il y a ce que l'on appelle justement la question du retour de parquet qui se pose et qui constitue une certaine omission au regard de la nouvelle réforme du code, de procédure pénale, donc qui n'a pas été intégré, alors que les réformateurs devaient intégrer cet aspect-là. Et donc c'est un oubli du législateur qui constitue aujourd'hui une illégalité flagrante. Et si Maître Bamba Cissé, que vous venez d'entendre, ne fait que dénoncer, Maître Ciré Clédor, lui, un des principaux avocats de Bamba Fall, est passé à la vitesse supérieure. Il vient de saisir la chambre d'accusation pour obtenir la radiation du commissaire central. Il lui reproche, ainsi qu'à ses agents, de l'avoir empêché de s'entretenir avec ses clients durant leur garde à vue. Une garde à vue dont il fustige également les mauvaises conditions. Les partisans de Bamba Fall et compagnie, naturellement, ont rempli le palais de justice de Dakar ce lundi. En brassard rouge, ils ont exigé la libération du maire de la Médina et de ses co-accusés. Selon le maire Palassambe, cette situation au sein du Parti socialiste est tout simplement regrettable. Il a dénoncé en outre la conduite des sages du parti. Nous l'écoutons dans ce reportage signé Al-Hassan Ba et Thierno Laurent Mendy. Une foule surexcitée à l'arrivée de Bamba Fall et compagnie à la cave du palais de justice. Tentative d'assassinat, un des chefs d'accusation que le maire Palassambe qualifie de choquant. C'est politique, parce que c'est le Parti socialiste, à travers son secrétaire général, qui a porté plainte. Parce que moi j'étais auditionné et je sais qui a porté plainte. Mais je pense que moi ce qui m'a le plus choqué, c'est tentative d'assassinat. Ça m'a choqué, hein? Parce que tentative d'assassinat, c'est un gros mot. Tentative d'assassinat où le jour de l'événement, personne n'a vu un couteau. Personne n'a été blessé. C'est des jets de sable. On assassine une personne avec des jets de sable, avec du sable. Je pense que c'est aller très loin. Le maire socialiste regrette également la démarche des sages du parti. À quoi servent ces structures? Les sages, ils sont là pourquoi?
Je pense qu'aujourd'hui, ce problème devait être réglé par les sages du parti, qui pouvaient convoquer les deux partis, même si ces gens sont coupables. Il y a des sanctions, le parti a prévu des sanctions. On pouvait avoir des sanctions politiques, mais on n'avait pas besoin de venir ici enfermer-les pour faire quoi? Qu'est-ce que Ousmane Tanor Dieng va gagner? Il gagne quoi? Rien du tout, absolument rien. Il a tout à perdre au contraire. Les autres partis ont des problèmes. Hein. Nous avons vu la dernière fois à la télé les jeunes de la paire qui se sont tués. Le président Macky Sall a porté plainte. Mais non. Khalifa Sall, botte secrète de Wad, réponse des partisans du maire. Je pense qu'aujourd'hui les apéristes doivent se sentir petits dans leurs souliers. Quand Khalifa évoque Wad, parce que quoi qu'on dise, Wad l'a laissé travailler, réaliser, comment dirais-je, ses projets, son programme. Aller jusqu'à dire que Khalifa Sall est la botte secrète de Wad, ben, ça vraiment, je pense que nos amis ont peur. C'était un des titres de cette édition. Un procès en appel de l'ex-président tchadien Hissène Habré s'est ouvert ce matin. Lundi, la défense parle de violation des droits de son client, tandis que la partie civile jubile et évoque la fin de l'impunité en Afrique. Compte rendu de cette ouverture de procès avec Mamadou Fall et Thierno Laurent Mendy. Un procès à polémique, la défense voit sa requête rejetée et le juge Baragay siège pour la suite du procès. Un procès en appel démarré ce matin. Seule la défense avait droit aux paroles, mais celle-ci parle de violation des droits d'Hissène Habré. Ce qui a été dit au sujet du viol, dont il a été accusé par une dame, Khadija Hassan Zidane. Il y a tellement de violations dans cette affaire, tellement d'erreurs de droit, tellement d'erreurs de fait, comme nous les avons développées tout à l'heure. Je crois quand même que la Chambre d'appel ne peut pas tenir compte de tout ça. Violation des droits d'Hissène Habré, la partie civile n'en revient pas. Pour elle, l'ex-président tchadien n'a eu ce qu'il mérite. Une grande déception en tout cas pour nous, parce que quand on prend la responsabilité de défendre un accusé qui a été condamné à la perpétuité, on doit se préparer avec des moyens de défense très sérieux. Mais là, quand on nous dit on a condamné sur la base de simples déclarations, les témoins ne sont pas identifiés, il n'y a pas eu d'expertise, il n'y a pas eu de transport cellulaire, il n'y a pas eu de confrontation, mais tout ça a eu lieu, vous étiez présents. C'est le procès de l'Afrique qui marche inlassablement mais inéluctablement vers l'éradication de l'impunité. Le procès se poursuit et ce mardi sera au tour de la partie civile d'exposer devant le juge de la Chambre criminelle africaine. Pour rappel, Hissène Habré avait été condamné à perpétuité le 30 mai 2016, une décision attaquée en appel par les avocats commis d'office. La grève du syndicat autonome des enseignants divise le campus de l'université Cheikh Anta Diop avec d'une part des étudiants qui ont du mal à cacher leur désolation suite aux multiples mouvements d'humeur et de l'autre des souteneurs du syndicat qui estiment que la grève demeure un moyen de se faire entendre et pousser le gouvernement au respect des accords signés à Aïssa Toupaye. Assis tranquillement, doctorants, étudiants de première et de quatrième année échangent. Certains d'entre eux relativisent, mais soutiennent quand même leurs professeurs qui sont en grève. Je cautionne ça parce que je dis que nous les étudiants, nous sommes avec les professeurs. Parce que ce sont les professeurs qui sont nos maîtres, qui sont nos dirigeants. Donc actuellement, s'ils sont en grève, ça veut dire que nous les étudiants, nous aurons les pots cassés, nous payons les pots cassés. Donc c'est l'État qui doit régler ça. C'est-à-dire que faire de sorte qu'il n'y aura plus de grève à l'université. C'est-à-dire donner aux professeurs ce qu'ils demandent. Arfansar se désole de cette attitude. Que les salles de classe sont vides. Donc ce qui semble dire que la grève a un impact dans l'enseignement pour l'instant. La grève, ça peut porter préjudice à nous étudiants qui sommes à l'université. Donc je demande à l'État et aux professeurs de l'université de revenir à la raison, essayer de négocier parce que c'est l'avenir de leurs enfants qui est en jeu. Nous sommes les grands perdants, dira cet étudiant, même si les cours ont été dispensés. Aujourd'hui, on a fait cours de 8h à midi. C'est à cause des débrayages qui ont commis cette erreur. Les étudiants ont fait une session unique et ça ne leur arrange pas parce que c'est eux qui vont payer les pots cachés. Les professeurs sont là, les moyens doivent être réunis de telle sorte que les moyens doivent être mis sur la table, qu'ils discutent. Une journée hors des amphithéâtres, les professeurs de l'université Cheikh Anta Diop réclament un mois d'arriéré de salaire.
Et toujours dans le registre de l'éducation, parlant de ce lancement officiel du groupe local des partenaires de l'éducation et de la formation, c'était ce matin une nouvelle plateforme pour coordonner et évaluer les différentes politiques éducatives entre le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la formation professionnelle et le ministère de l'éducation nationale. Le GLPE, groupe local des partenaires de l'éducation et de la formation, regroupe également la société civile et des partenaires techniques et financiers tels que le partenariat mondial pour l'éducation. Plus de détails, c'est avec le ministre de l'Éducation nationale, Serine Baïtiam, que je vous propose d'écouter au micro d'Aminata Mbaresso. Parce que le problème de l'éducation n'est pas seulement le problème du gouvernement. Il y a d'autres acteurs qui ont des responsabilités dans l'éducation. Ce sont les parents d'élèves, ce sont les organisations des enseignants, ce sont les organisations de la société civile, c'est les collectivités locales, c'est les autres institutions aussi, comme l'Assemblée nationale, qui votent le budget. Donc, c'est de participer ensemble, ce groupe local-là, à l'identification des politiques, à la formulation des politiques, à leur évaluation, à leur mise en œuvre. Mais en même temps, où chacun des acteurs du groupe local essaye de définir ses responsabilités. Et jusqu'à présent, lorsqu'on faisait l'évaluation du paquet, il n'y avait que le gouvernement et l'administration qui faisaient la reddition des comptes. L'ensemble des partenaires se sont engagés, chacun à définir ses responsabilités et au moment de la reddition des comptes aussi de rendre les comptes. Donc retenons que le groupe local, le groupe national du partenariat pour l'éducation est le cadre de dialogue politique et social dans la mise en œuvre des politiques éducatives de notre pays. Aux Parcelles Assainies, un important lot de fournitures scolaires et de mobilier de bureau a été remis aux élèves et enseignants de la commune. Une initiative de la Fondation Servir le Sénégal, c'est le ministre de l'Économie et des Finances, par ailleurs coordonnateur de l'APR aux Parcelles Assainies, qui a remis ce don aux principaux bénéficiaires. Amadou Ba a saisi l'occasion pour annoncer un investissement de plus de 2 milliards au profit de la commune. Nous l'écoutons au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Vu l'état actuel du pays et la grande ambition du président Macky Sall, je pense que nous sommes confrontés à un seul obstacle, celui de l'unité. Si on parvient à relever ce défi de l'unité, on verra le Sénégal atteindre sous peu la voie de l'émergence, que ce soit sur le plan des infrastructures, dans le domaine de l'éducation, de la santé, mais aussi sur le plan sportif, car je crois qu'il reste une préoccupation des jeunes des Parcelles Assainies. Mais rassurez-vous, si vous regardez bien le budget du Sénégal, il y a une enveloppe d'1 milliard de francs CFA allouée à la réhabilitation du stade des Parcelles Assainies. Et nous restons avec nos correspondants dans la banlieue, Salif Sow et Asmalik Diop, cette fois-ci pour parler de l'insécurité qui règne au quartier Keur Mbaye Fall. Des agresseurs ont encore frappé, même si cette fois-ci ils n'ont pas réussi leur coup. Les imams interpellent toutefois le chef de l'État pour l'implantation d'un poste de police ou de gendarmerie en urgence à Keur Mbaye Fall. À ce propos, écoutons Imam Cheikh Bounama Diop, il est au micro de nos reporters. Pour avoir quoi? La sécurité. La sécurité, pouvoir dormir tranquillement chez nous, dans nos chambres, dans nos maisons, sans problème. Tu sais que Keur Mbaye Fall, autant, il n'y avait que 3, 4, 5, 10 maisons comme ça. Mais actuellement, la population dépasse 150 000 et poussée la population. Donc pour combattre tous ces fléaux-là, il faut créer un poste de police. Gendarmerie. Hier, moi j'ai quitté la mosquée pour aller chez moi. J'ai rencontré des filles qui couraient comme vraiment du n'importe quoi. J'ai demandé, ils m'ont dit qu'il y a des agresseurs qui les suivent avec leurs couteaux et de n'importe quoi. Ça, c'est aberrant. En tout cas, nous lançons un appel solennel au nom de l'ensemble des imams de cette localité à Monsieur le Président. Oui. On lui demande désormais de nous assurer la sécurité. Tu sais que le président Macky Sall est élu par la population. Tu sais que après chaque fin de match, il y aura du n'importe quoi à Keur Mbaye Fall. Les bandes descendent dans notre local. Personne n'ose de sortir. Il faut aller demander le chef du village. Avant-hier, il y avait un match. C'est lui-même qui m'a dit que moi, Imam Cheikh, c'est moi qui ai appelé le commandant
pour qu'ils nous amènent des éléments pour qu'ils ramassent ces agresseurs-là. Tu sais que nous ne parvenons même pas à fermer les yeux. Parlons sécurité routière à présent. Sédhiou en pôle position d'une des régions victimes d'un nombre important d'accidents. La particularité dans cette région, c'est que les accidents sont souvent causés par des conducteurs de moto Jakarta, très nombreux, un peu trop nombreux on va dire, dans la commune. Une journée de sensibilisation sur la sécurité routière a eu lieu ce samedi avec à la clé une randonnée pédestre pour optimiser la sensibilisation. Bakary Conté, Salassambe. Les accidents sont très fréquents dans le pays. Beaucoup de morts sont enregistrés. À Sédhiou, les conducteurs de moto Jakarta sont toujours indexés. Les motos Jakarta font beaucoup d'accidents à Sédhiou. Tous les conducteurs doivent chercher des permis de conduire. Comme ça, ils pourront connaître le code de la route. Nous déplorons le nombre de morts. Une journée de sensibilisation sur la sécurité routière a été initiée. Et déjà, la satisfaction me revient en tant que maire de la commune de Sédhiou. Et je crois que ça a son heure. Si on sait qu'en prélude des réformes aujourd'hui, que les autres écoles deviennent un passage obligatoire pour quiconque peut avoir ce permis de conduire. Vous savez qu'au niveau du Sénégal, si on va du contexte actuel où nous recevons à peu près 40 000 cartes grises par an, sur une projection de 10 ans, c'est que le parc automobile du Sénégal va augmenter de 400 000 véhicules. Ça veut dire que 400 000 font plus de risques encore. Je crois qu'aujourd'hui, quand nous considérons que 500 accidents par jour au Sénégal, c'est énorme. L'initiateur de cette journée avance. En fait, c'est une journée de sensibilisation sur la sécurité routière. C'est pour pouvoir sensibiliser les gens, pour pouvoir réduire le taux d'accident. Car tous les jours que Dieu fait, on enregistre des accidents sur la route, que des véhicules, que des Jakarta. Mais la plupart, c'est des Jakarta-man. Il promet de continuer la sensibilisation pour diminuer le nombre important d'accidents dans la région de Sédhiou. Allez, retour dans la capitale. Difficile par les temps qui courent de ne pas remarquer les panneaux à l'effigie du chef de l'État implantés un peu partout dans Dakar. Une démarche de ces militants qui a d'ailleurs suscité la réaction du principal concerné. Vous le savez, le président de la République a réagi en ce début de week-end demandant le retrait urgent de tous ces panneaux. Toutefois, entre-temps, des citoyens et experts en communication visuelle, certainement marqués par cette communication à outrance, ont réagi dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Mardian. Le temps de l'action, laissez-vous transporter. L'émergence en mouvement, en route vers un Sénégal d'Emdik, autant de messages véhiculés sur ces affiches. Réalisation et chantier du chef de l'État en images. Et si on donnait la parole aux citoyens, qu'en pense-t-il? On dirait un régime totalitaire, de poids, de mesure. Les réalisations du chef de l'État, la seule chose qui compte, c'est ma lecture. C'est formidable, comme tout le monde, parce que il faut montrer que le président a fait des efforts. Analyse diverses promesses du président de la République passées en revue, le professeur en communication visuelle décrypte. On ne peut pas parler d'originalité à 100%. Ouais, parce que tout simplement, il y a, si on essaie, n'est-ce pas, de compulser un peu, n'est-ce pas, toutes les choses qui ont été faites dans le domaine de la pub, on se rend compte que le mot action revient pratiquement assez souvent. Donc, utiliser encore le mot action, n'est-ce pas, pour parler un peu, n'est-ce pas, de cette affiche-là, eh bien, ça pourrait poser problème. Heureusement que cette affiche-là a été sauvée par ce qui a suivi, notamment laissez-vous transporter. Certaines personnes parlent de prolifération, d'autres de régime totalitaire. M. Diarra, lui, ne partage pas cette idée. Ici, on n'est pas en face, n'est-ce pas, d'une œuvre d'art parce que l'affiche en elle-même n'est pas considérée comme une œuvre d'art. C'est juste un moyen de communication. Donc, le président, en fait, n'est pas. Je pense qu'à travers les affiches, n'est-ce pas, il ne se glorifie pas. Il ne dit pas que, bon, ben, écoutez, je dois être partout présent, en tout temps et en tout lieu. C'est différent de ce qui se passe ailleurs où le président, il est soit ausculté, soit modelé. Plus il y en a, mieux ça vaut. Plus il y en a, mieux ça vaut pour véritablement faire passer les messages. Des affiches pour informer, atteindre un grand nombre de citoyens, mais il ne faut pas en abuser. C'est vrai qu'on est dans l'affiche de propagande, mais il faudrait aussi, à un moment donné aussi, arrêter et trouver autre chose. C'est comme ça que ça doit se passer. Sinon, il peut y avoir le retour du bâton.
Sur l'accoutrement, la posture, une jeunesse manifeste. C'est le spécialiste de l'image qui parle ainsi. Reste maintenant à voir si cette scénographie va respecter les normes, une durée de vie de 2 mois au maximum. Maïmouna Ndiaye, merci. Retour à Sédhiou, le limogeage de Jean-Pierre Senghor de la tête du Prodac, une pilule qui semble difficile à avaler pour ses partisans. Ces derniers ont tenu une rencontre au CEDEPS de Sédhiou pour discuter de son éviction à la tête du Prodac, une éviction qu'ils interprètent comme un coup politique. Ils demandent au chef de l'État de remédier à cette injustice. Bakary Konté, Salah Samba. Cette rencontre a eu lieu au CEDEPS de Sédhiou. Des brassards rouges pour manifester leur colère. L'injustice qui a été faite au niveau de Sédhiou, à savoir le fait de limoger Jean-Pierre Senghor. Si Jean-Pierre Senghor a été limogé au niveau du Prodac, nous nous attendons à ce qu'il soit appelé à d'autres fonctions, c'est-à-dire à d'autres nominations, qu'il soit ministre encore. Jean-Pierre Senghor, il a été l'initiateur de ce projet-là. C'est lui le géniteur de ce projet-là. C'est lui qui a été le rédacteur principal de ce projet-là. Et il a été remercié parce que nous considérons que ça a été un acte politique, non pas administratif. Donc, des réponses politiques aux actes politiques, c'est ça que la population de Sédhiou est en train de dire aujourd'hui. Selon les populations, certains hommes politiques de Sédhiou ont peur d'avoir Jean-Pierre Senghor comme concurrent. Je pense qu'il doit faire peur aux gens. D'autant plus que c'est un acte de développement. Tout acte qu'il pose, ça rentre dans le cadre du développement. Et j'ai l'habitude de dire que le développement, c'est un processus et une contribution. Si Jean-Pierre Senghor participe à sa manière par rapport à la marche de cette localité-là, on ne fera que saluer cela. Si des hommes politiques pensent qu'ils leur gênent, c'est leur problème à eux, mais ce n'est pas les problèmes de cette population-là. S'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui disent au président de la République que Sédhiou n'a pas besoin de ministre, Sédhiou n'a pas besoin de ceci ou de cela, nous portons à faux par rapport à cette situation. Nous disons que Sédhiou a besoin d'un ministre. Une marche et des journées villes mortes sont prévues dans la région de Sédhiou. Au-delà de cette conférence de presse, demain nous allons déposer une demande d'autorisation de marche. Et aussi, nous allons faire des campagnes de désobéissance civile à l'endroit de cette population-là. Mais nous allons initier aussi des journées Sédhiou-Ville morte. Au-delà de la ville, nous allons faire des campagnes de sensibilisation. Des chefs religieux ont décidé de rencontrer le président Macky Sall pour mettre la lumière sur cette affaire. Hors de chez nous, près de 3 semaines après l'incendie meurtrier du foyer Koala de Boulogne en France, les victimes, leurs familles ainsi que leurs soutiens ont procédé à un vaste rassemblement devant les locaux de la résidence. Principale revendication, que l'enquête soit confiée à un juge d'instruction afin que les avocats des résidents puissent avoir accès au dossier. Nous retrouvons notre correspondant à Paris, Ibrahima Kamara. Il est avec Bakary Cicero, le délégué du foyer de Boulogne. Nous regrettons beaucoup l'annulation de l'arrivée de le président Macky Sall ici. Parce qu'il a été bloqué par les autorités françaises, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il voie la cause, disons qu'il ne peut pas savoir la cause, mais les dégâts qui ont fait, cet incendie a fait, les dégâts qui ont été faits, ils ne voulaient pas qu'il voit ça. Une marche de protestation le 10 janvier, donc c'est pour cela que même dimanche dernier, on a presque 700 personnes, le collectif COPAF, du DAL, de Droit Devant, et beaucoup de syndicalistes de la CGT et des voisins aussi, qui sont venus nous soutenir. Donc cette organisation pour faire la manifestation le 10 mai et le 10 janvier, nous souhaitons avoir beaucoup de monde, à peu près, on prévoit pour le moment, c'est les prévisions, on prévoit à peu près 4 000 ou 5 000 personnes dans la rue. L'actualité sportive avec cette bonne entame de nos Lions qui se sont imposés en amical 2-1 face à la Libye en match de préparation à la CAN 2017. Aliou Cissé, le coach, se dit satisfait de la victoire. Le plus important selon lui était la revue d'effectifs. Nous l'écoutons. On a travaillé pendant une semaine vraiment
ça a été une semaine très difficile. En fait, on n'a pas vraiment pris en compte ce match contre la Libye. Nous avons voulu travailler en tout cas toute la semaine en endurance, puissance, capacité aussi. Donc ce match-là, il fallait le jouer, on l'a joué. Ça a été par moments difficile, surtout en deuxième période, où pendant 5-10 minutes, on n'a pratiquement pas joué. Je pense que c'était l'effet de la fatigue, mais je leur ai expliqué que c'est justement dans la fatigue qu'il faut qu'on se pousse mentalement, parce que peut-être dans cette cas-là, on aura joué des matchs en prolongation, il va falloir être beaucoup plus costaud que ça. Satisfaction également chez les joueurs qui soutiennent que cette victoire va faire du bien pour le moral et la confiance. Nous écoutons Karambodj au micro de la Fédération sénégalaise de football. C'est bien pour la confiance, c'est un match de préparation et comme je l'ai dit aux amis, c'est vrai qu'il faut gagner les matchs pour bien se préparer, on en a 2 et on va tout faire, on en a commencé un ce soir et on espère gagner le mercredi aussi. Et c'est une bonne augure, comme je dis, il faut gagner les matchs pour être en confiance et on a besoin d'être en forme, il y a beaucoup de joueurs qui ont arrêté vers le 20 décembre, c'est vrai qu'il y a eu un peu de fatigue dans ce match-là vers la fin, mais bon. On a quand même gagné ce match et on va retenir ça. Voilà, c'était donc la Moussasso qui s'exprimait au micro de la Fédération sénégalaise de football. Retour chez nous, plus précisément à Saint-Louis, pour parler des activités sportives des championnats populaires qui domineraient celles économiques dans la région de Saint-Louis. À quelques heures de la fin de ces activités sportives avec la Coupe du maire de Saint-Louis, les acteurs politiques plaident pour que les Navétanes ne s'arrêtent pas uniquement au football, mais qu'ils soient étendus aux autres disciplines. Ousseynou Diop et Habib Seck. Saint-Louis va clôturer les activités sportives du championnat populaire ce dimanche avec la finale de la Coupe du maire. Durant plusieurs mois, les jeunes ont rivalisé pour s'adjuger les trophées mis en jeu. Pour plusieurs acteurs politiques de la région, le mouvement navétane doit changer d'orientation et porter désormais des projets économiques. La jeunesse qui passe énormément de temps durant les vacances quand même pour s'épanouir dans une des activités les plus nobles qu'est le sport. Mais au-delà du football aussi, les navétanes doivent servir au développement. Mais les navétanes se jouent aussi pendant les moments d'hivernage. Moments d'hivernage où donc, les quartiers sont souvent inondés, il y a une insalubrité. En visite dans les quartiers de Léona et Pékin Centre, finaliste de la Coupe départementale de Saint-Louis, le président de l'association Action Assistance Entre-Aide de Solidarité et Développement a aussi lancé un appel au mouvement navétane à s'impliquer davantage dans la politique économique. Il a exhorté les jeunes de la région à créer des projets porteurs pour lutter contre la pauvreté. Ces idées de projets vont permettre à chacun donc, de s'affranchir, à chacun d'avoir une autonomie, mais aussi vont permettre et pouvoir créer donc, une dynamique de création de plus-value et de redistribution des ressources. Même constat dans les autres communes de la région de Saint-Louis. À Diamant, par exemple, le maire invite la jeunesse de sa commune à mieux s'impliquer dans les activités socio-économiques des quartiers afin de booster davantage l'économie locale. Selon l'édile de Diamant, les navétanes ne doivent pas s'arrêter uniquement au football. Les jeunes doivent s'impliquer davantage dans les activités socio-économiques. Ils doivent se rendre compte qu'un jour, ils ne pourront plus jouer au football. Donc, on doit les encourager à se lancer dans des projets de développement. Il y a la pêche et les activités agricoles dans toute la région. Les acteurs politiques comptent sur les dirigeants des AIC pour allier activités sportives et économiques. Un message bien entendu par les jeunes de Saint-Louis. Plusieurs associations sportives et culturelles de la région se sont engagées à s'impliquer l'année prochaine dans les activités de développement pour participer à l'émergence du pays. Fin de l'actualité sportive et retour sur la disparition, je vous l'annonçais en début de journal, disparition brutale du chanteur Ablaye Mbaye qui nous a donc quitté cet après-midi, un malaise brutal qui l'a terrassé au niveau du studio 1000 Mélodies où il était en pleine séance d'enregistrement pour les besoins de son nouvel album. En ligne avec nous tout de suite Didier Bouba. Didier Bouba, bonsoir. Bonsoir. Alors Didier Bouba, on connaît la grande complicité qui unit souvent les artistes et les animateurs, mais Ablaye Mbaye, pour vous, ce n'était pas seulement un artiste, c'était également un ami. Je sais qu'il va être difficile pour vous de faire un témoignage, mais juste vous arracher quelques mots sur sa personne. Je dirais que c'est très difficile, parce que c'est une grande perte pour tout le Sénégal. Donc, Ablaye Mbaye, c'était plus qu'un ami. C'était un frère. Parce que chaque soir, on était ensemble.
avec des acteurs culturels comme Giuseppen, Lucien, des journalistes culturels, à notre lieu habituel de rendez-vous comme chaque soir. On prenait le dîner chaque soir, on était ensemble, on parlait de musique, on parlait sport. Et il était en train de préparer un album, il était sur un projet très intéressant. Donc depuis quelques semaines, il rentrait très tôt pour se lever aux aurores et aller en studio pour préparer cet album-là. Et il avait également repris son groupe et il jouait très fréquemment chaque jeudi dans un club de la place aux Almadies. Et voilà, je comprends que c'est extrêmement difficile. Voilà, c'est un choc. Courage en tout cas, DJ Bouba, on comprend qu'il va être très difficile pour lui et pour d'autres personnes d'ailleurs de témoigner sur Ablaye Mbaye suite à sa disparition brutale. Nous allons écouter un petit extrait de cet artiste qui nous a tous, je pense, un peu touchés. Voilà donc Santa Yalla, un extrait, un morceau qui en dit long sur la foi, en tout cas, qu'Ablaye Mbaye avait en Dieu, la mort, la seule vérité, hélas, qui existe sur cette terre. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, l'invité du 20h, je rappelle que Mamadou Ibra Kane reçoit ce soir Alioune Tine, directeur exécutif d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Encore une fois, le GFM se joint à moi pour soutenir la famille d'Ablaye Mbaye en cette douloureuse circonstance. Adieu l'artiste, à demain.